Madame, Monsieur, bonsoir. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres. Octobre approche à grands pas, c'est le mois consacré au labour. À Meknès, les agriculteurs entament le travail du sol, mis à mal par une longue période de sécheresse. Les récentes pluies qui se sont abattues sur la région semblent redonner espoir à ces agriculteurs. Et en ce moment, la province d'Asaza connaît des averses orageuses, de fortes précipitations qui ont mis à mal le quotidien de la population locale. Les cours d'eau ont soudainement gonflé au point de provoquer des dégâts dans plusieurs communes. Dernière ligne droite pour le recensement général de la population et de l'habitat 2024. Depuis son lancement le 1er septembre, l'opération est marquée par un fort engagement et une coopération remarquable des citoyens sur le terrain. Enquêteurs, contrôleurs et superviseurs poursuivent leur mission dans un esprit de responsabilité. La saison des labours, c'est pour bientôt, à quelques jours du mois d'octobre. Les agriculteurs entament le travail du sol, mis à mal par une longue période de sécheresse. Il faut donc préparer la terre, bien la retourner et l'aérer pour pouvoir entamer les semis. À Meknès, région agricole par excellence, les agriculteurs se sont retroussés les manches, encouragés par les récentes précipitations. Reportage Abdeslam Khaloui, Ibrahim Routi. Le récit est signé Zakaria Moukhenbil. Sur ces vastes superficies agricoles de la province de Meknès, les tracteurs entrent en action pour labourer des terres-bourgs. Les variétés cultivées sont pour la plupart les céréales et les légumineuses. En dépit d'années successives de déficit pluviométrique, les agriculteurs gardent espoir en une évolution favorable de la situation agricole. Le travail commence pour nous en cette période. Il faut labourer la terre et faire le semis. Nous espérons qu'il y aura plus de pluie cette année. Nous labourons la terre et nous nous approvisionnons en engrais. Quand il y aura de la pluie, nous entreprendrons le semis. Les techniques de labeur diffèrent en fonction du type du sol. Chaque agriculteur a ses procédés de travail habituels. Avec volonté et espoir, les agriculteurs poursuivent leurs efforts pour la préparation des sols. Les opérations de labeur précoce est un signal positif pour un bon début de la saison agricole. L'Office national du conseil agricole veille au grain. Nous accompagnons les agriculteurs et les incitons à adopter les techniques de semis direct et à préparer le sol en prévision des cultures automnales. Il est aussi question de la maintenance des équipements agricoles tels que les appareils de semis et les tracteurs. Au niveau de la province de Meknès, la superficie consacrée aux céréales et aux légumineuses dépasse les 70 000 hectares. Le programme de semis direct devrait être renforcé auprès des agriculteurs en raison des résultats importants, et ce en dépit des effets des changements climatiques. Et puis à Assazag, la pluie est tombée en abondance. Les averses orageuses ont gonflé les cours d'eau, entraînant la fermeture de nombreux axes routiers et balayant tout sur leur passage. Plus encore, ces inondations ont failli coûter la vie à certains habitants de la région. À Taznart, notre équipe a assisté à une opération de sauvetage de personnes bloquées par les eaux. Reportage Mohamed Rachid sur un récit de Sofia Fegrout. Ces gendarmes sont en pleine opération de sauvetage. Au bout de la corde, 3 riverains bloqués par les crues de Ouad Draa. Nous sommes à quelques encablures de Douar Tansirt, à mi-chemin entre Taznart et Agdez. Autre oued en crue et autre spectacle. Cette fois, à Souk el-Khmis, près de Qlet Mgouna. Les flots ont recouvert la végétation et la chaussée. Seule cette pancarte est encore debout, témoin d'une route désormais inondée. Les routes menant à Tinrir et aux gorges de Toudra sont également bloquées par endroits. La nuit a été longue aussi dans la province d'Assazag. En cause, Ouadrtimi qui est sorti de son lit, bloquant l'axe routier le traversant. Pour les automobilistes, l'attente semble moins longue, un verre de thé à la main.
Surtout que le spectacle de pluie et de crue se faisait désirer dans la région. Nous avons pris la route après la prière d'Al-Asr. Nous avons dépassé Zag. Mais une fois arrivés sur la route enjambant la rivière, nous avons dû nous arrêter à cause des crues très importantes. Les autorités et la direction provinciale du ministère de l'Équipement et de l'Eau étaient préparées. Un bulletin météorologique d'alerte rouge a été émis pour les provinces d'Asmara, Assazag, Tata, Zagora, Ouarzazate, Tinghir et Rachidia. Début d'accalmie ce soir, à partir de 23h. Et justement, ces fortes averses, 70 à 120 mm, intéresseront jusqu'à 23h. Comme il vient d'être dit dans le reportage, toujours la province d'Assazag est concernée également par le phénomène. La province de Smara, c'est ce qu'indique la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte de niveau vigilance rouge. Une autre perturbation d'un niveau de vigilance orange, 30 à 60 mm, touche également les provinces de Tata, Zagora, Teroudant, Ouarzazate, Tinghir, Rachidia et Figuig. Le même phénomène, 20 à 50 mm, concerne aussi les provinces de Teroudant, Azilal, Midelt et Figuig. Sont attendues demain des rafales de vent sur l'intérieur des provinces du sud et l'anti-Atlas et de fortes rafales de vent également sur le sud de l'oriental. La gestion de l'eau et la lutte contre le changement climatique, deux thèmes abordés par le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nezar Baraka. C'était lors de ses entretiens avec une délégation de la Commission des Affaires étrangères du Parlement danois en visite au Maroc. Lors de cette rencontre, Nezar Baraka a donné un aperçu des grandes lignes de la vision stratégique de gestion intégrée de l'eau au Maroc, notamment les axes liés à la gestion des ressources en eau et au dessalement de l'eau via les énergies renouvelables. Les membres de la délégation parlementaire danoise ont exprimé la ferme volonté de leur pays d'adhérer à la mise en œuvre de cette stratégie de renforcer la coopération tripartite avec le Maroc et les pays de l'Afrique subsaharienne. Dossier émigration irrégulière, la question est au cœur du débat suite à la mise en échec récemment d'une opération d'émigration irrégulière à Fnidq. La problématique ne date pas d'aujourd'hui, elle s'oppose dans de nombreux pays à travers le monde et le Maroc, pays de transit, ne semble pas y échapper. Et cette fois-ci, la dernière tentative menée depuis le nord du pays par 3000 candidats à l'immigration irrégulière serait le résultat de messages véhiculés par des marchands de rêves sur les réseaux sociaux. On fait le point avec Sophia Fakerout. L'immigration irrégulière, une réalité qui sévit au Maroc, à l'instar des autres pays de transit, qui voient de temps à autre des tentatives massives de traversée. Derrière les chiffres, des candidats à l'immigration clandestine qui cherchent à atteindre l'Eldorado, l'Europe. Malgré les avancées du Maroc en matière de gestion de cette migration, le Royaume connaît récemment des incitations ouvertes à l'immigration irrégulière sur les réseaux sociaux où les fausses promesses pullulent. Dernier épisode, Fnidq. Le gouvernement fait le point sur cette tentative avortée. للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة. Certains jeunes sont incités par des partis inconnus qui utilisent les réseaux sociaux pour les mobiliser. Et dans le cadre de la lutte contre les appels à l'immigration irrégulière, quelques 152 personnes ont été déférées devant la justice. Toutes les tentatives ont été avortées. Toujours selon le gouvernement, près de 3000 personnes ont tenté de forcer le passage vers le présid occupé de Ceuta depuis la ville de Fnidq, cette nuit du jeudi 15 septembre. La même source salue la sagesse dont ont fait preuve les forces de l'ordre dans le plein respect des règles juridiques en vigueur. L'immigration irrégulière constitue aujourd'hui un lourd tribut pour les forces de l'ordre qui agissent selon deux règles, la proportionnalité et l'obligation. La proportionnalité dans les interventions et l'obligation de protéger l'ordre public et la sécurité. Si la question migratoire ne date pas d'hier, ce sont ces incitations ouvertes à la migration irrégulière sur les réseaux sociaux qui sont inédites.
avec ce discours qui puise dans un ensemble de clichés et d'idées reçues. L'immigration irrégulière est une réalité sociale qui n'est pas nouvelle. Elle est encouragée par un cliché ou un modèle du migrant heureux dans l'autre rive où l'on offrirait des opportunités de travail. Mais ce que ces jeunes ne savent pas, c'est que beaucoup de personnes peuvent justement émigrer et ne pas réussir. Mais ce qui attire l'attention de l'opposition, ce ne sont pas tant ces incitations ouvertes à l'immigration irrégulière, mais bien un autre facteur, lié cette fois à la vulnérabilité des jeunes candidats à l'immigration irrégulière. Nous devons nous arrêter un peu sur cet événement, car il nous interpelle en tant que politiciens et institutions. Le gouvernement doit capter ce signal et revoir l'ensemble des politiques publiques et sociales, en particulier en faveur de l'emploi, en vue d'un renouvellement de confiance en ce gouvernement et au travail politique. Si le Royaume a bien géré les événements de Fnedak sur le plan sécuritaire en rétablissant l'ordre le long de la ligne départageant le Maroc et le président occupé de Sebta, d'autres réponses s'imposent. Selon les spécialistes, elles devraient être économiques et sociales et devraient s'adresser en particulier aux jeunes et aux mineurs. Ceux-là même qui constituent une proie facile au réseau de trafic d'êtres humains. Ceux-là même qui répondent à des appels inconnus vers l'inconnu. Coopération sécuritaire, l'innovation technologique et scientifique dans le domaine de la sécurité au cœur d'une visite de travail en Turquie du directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire. Lors de cette visite, Abdelatif Hamouchi a rencontré le vice-ministre turc de l'Intérieur, Munir Karalouglou, ainsi que le directeur général des renseignements, Selami Yildiz. Ces entretiens se sont tenus à l'occasion de la visite qu'effectue le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire à l'exposition internationale d'équipements de sécurité intérieure qu'accueille Ankara du 19 jusqu'au 21 septembre. L'actualité internationale reste dominée par la tension au Proche-Orient. La banlieue sud de Beyrouth a été de nouveau la cible des bombardements israéliens quelques jours après l'attaque spectaculaire qui a visé les appareils de transmission du Hezbollah. 3 personnes ont été tuées, 17 blessés dans le raid israélien, selon le ministère libanais de la Santé. Pour sa part, le Hezbollah libanais affirme également avoir tiré des salves de roquettes Katyusha sur une base des renseignements israéliens. Au dossier intempéries, le nord-est de l'Italie, sous les eaux après le passage de la tempête Boris. 2 personnes sont portées disparues après l'écoulement du toit sur lequel elles s'étaient réfugiées. Dans la ville de Faenza, des écoles ont été fermées, des trains annulés, alors que les précipitations ont frappé des zones déjà ravagées en mai 2023 par des inondations ayant causé la mort de 17 personnes et fait des milliards d'euros de dégâts. Retour chez nous, recensement général de la population et de l'habitat. L'opération entame sa dernière ligne droite, marquée par une adhésion active des ménages. Enquêteurs, contrôleurs et superviseurs sont mobilisés pour cette opération d'envergure à portée stratégique aussi bien en milieu urbain que rural. La collecte des données auprès des ménages se déroule dans de bonnes conditions. Abdelila El-Cheb et Zakaria Mokimbillah. Une nouvelle journée de travail commence pour les équipes chargées du recensement général de la population et de l'habitat. En cette 3e semaine, l'heure est toujours à la mobilisation. Les zones non encore recensées sont investies par les enquêteurs. Très caractéristique de cette opération depuis son début, l'hospitalité des habitants et leur adhésion à ce grand chantier. Nous sommes contents de la visite des équipes chargées du recensement. Les questions sont des fois personnelles, mais on nous a assuré que la confidentialité des données est garantie.
لي دوني الناس كامله محافظه. Nous avons répondu aux questions des enquêteurs. Tout s'est bien passé. Les questions portent sur l'habitat, le niveau scolaire et la taille de la famille. J'appelle tout un chacun à interagir favorablement avec les équipes du recensement et à répondre exactement aux questions, car ces données serviront à édifier le futur du pays durant les 10 prochaines années. 55 000 personnes sont mobilisées au service de cette opération, réparties entre enquêteurs, contrôleurs et superviseurs. Les participants sont pour la plupart des jeunes diplômés, des enseignants ou des retraités. Nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières. Nous sommes bien accueillis. Les citoyens nous reconnaissent aux casquettes siglées. Nous nous présentons à chaque fois. Les questions sont claires et pratiques. Mon rôle est de suivre le bon déroulement de l'opération et de contrôler les enquêteurs. Je passe aussi en revue les formulaires envoyés. Le recensement général de la population et de l'habitat se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois. Il permettra de connaître les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de l'ensemble de la population, y compris les groupes de population spécifiques, comme les nomades, les personnes sans abri, les immigrés et les bénéficiaires de l'asile. Pour nous parler du recensement, comme chaque vendredi soir, sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir Madame Sarab Saraf. Bonsoir. Bonsoir, merci Je pour rappelle, vous êtes superviseur provincial du HCP Kénitra. Oui. Alors, ma première question, quelle est la différence entre recensement général de la population et de l'habitat et enquête statistique? Qu'est-ce qui caractérise les résultats de ces deux enquêtes? D'accord. Alors, le recensement général de la population et de l'habitat, pour le définir d'abord, c'est un ensemble d'opérations de collecte, d'analyse, d'exploitation et de publication de données démographiques, socio-économiques, culturelles, de données en relation avec l'habitat pour l'ensemble de la population d'un pays à une date de référence. Alors, donc, c'est une opération exhaustive qui cible toute la population d'un pays, contrairement aux enquêtes statistiques qui ciblent uniquement un échantillon de la population. Voilà. Et déjà, cette exhaustivité dont jouit le recensement général, elle lui permet de nous fournir des données sur toutes les échelles, toutes les zones géographiques qui existent, c'est-à-dire depuis le niveau national jusqu'au niveau communal, voire encore le niveau douar, le niveau quartier. Alors déjà, il y a d'autres spécificités qui caractérisent le recensement par rapport aux enquêtes statistiques, c'est cette vocation de globalité, c'est-à-dire il aborde plusieurs thématiques, que ce soit d'ordre démographique, économique, culturel, etc. Par contre, l'enquête statistique, elle reste à vocation thématique. Elle aborde un seul sujet. Par exemple, quand on parle de l'enquête nationale sur l'emploi, c'est uniquement des indicateurs propres à l'emploi, au chômage, c'est ciblé. Voilà. Il y a une autre caractéristique du recensement par rapport aux enquêtes statistiques, c'est cette périodicité de réalisation qui est de 10 ans, qui est préconisée d'ailleurs par les Nations Unies pour tous les pays comme périodicité maximale pour réaliser le recensement, alors que les enquêtes statistiques, elles ont généralement une périodicité moindre, parfois régulière, tous les ans, tous les 5 ans. Parfois même, il y a des enquêtes qui ne s'arrêtent pas, comme l'enquête nationale sur l'emploi. Alors, dans quelle mesure les résultats du recensement général de la population peut-il servir les enquêtes statistiques? Oui, exactement. Alors, l'enquête statistique, comme je l'ai avancé, elle cible un échantillon de la population. Alors, cet échantillon, pour pouvoir tirer un échantillon, il faut d'abord que je dispose d'un tout de la population, d'un tout de ménage. Ce tout, ce qu'on appelle, nous, le jargon statistique, une base de sondage, c'est le recensement général qui étant
opération exhaustive, c'est la seule opération qui permet de disposer de cette base de sondage à partir de laquelle on va puiser tous les échantillons auprès des ménages qu'on va cibler durant toutes les années, les 10 années qui nous séparent du prochain recensement pour enquêter, pour servir toutes les enquêtes auprès des ménages. Ça, c'est une qualité, c'est-à-dire seul le recensement qui permet de l'avoir. Deuxièmement, le recensement ou bien les résultats du recensement général, ils peuvent dévoiler la prolifération de certains phénomènes démographiques, économiques, et par conséquent, ils peuvent conduire vers des décideurs et les chercheurs vers la réalisation d'enquêtes qui puissent justement sur ces phénomènes, qui cherchent les causes et les conséquences de ces phénomènes. Autre chose, la complémentarité qui règne entre le recensement général de la population, de l'habitat et les enquêtes statistiques, et qui nous permet d'avoir des résultats, des indicateurs issus d'enquêtes statistiques, mais à des niveaux géographiques plus bas. C'est le cas de l'exemple de la carte de la pauvreté. C'est une résultante d'un couplage des données des résultats de recensement général de la population et de l'habitat avec une enquête statistique qu'on avait réalisée sur les niveaux de vie et qui a donné vraiment une panoplie, une richesse de données sur la pauvreté, la vulnérabilité à des détails, à des niveaux géographiques très très bas. Alors le HCP cette année a établi 2 questionnaires. On voudrait un petit peu comprendre. Il y a un questionnaire long et un questionnaire court. Le pourquoi. Le pourquoi. Oui, j'ai saisi la question. Alors, effectivement, cette année, pour la première fois, on a envisagé un questionnaire court destiné à toute la population, à tous les ménages, et un questionnaire long destiné uniquement à 30% des ménages au niveau national. Alors, quelle est la différence d'abord? Alors, le questionnaire court et le pourquoi. Oui, j'arrive. Alors, le questionnaire court, comme son nom l'indique, c'est uniquement des caractéristiques démographiques et des phénomènes vraiment très rares comme ceux de la migration et des décès et quelques caractéristiques du logement. Par contre, le questionnaire long, il englobe en plus des volets qui sont évoqués au niveau du cours, d'autres volets plus larges, d'autres thématiques comme l'activité, les langues, les difficultés que rencontrent les gens, que ce soit auditif, visuel, motrice, le parc de logement bien détaillé, bref, une panoplie de questions vraiment très précises. Alors maintenant, le pourquoi. Le pourquoi. Alors, la première raison, c'est d'abord de minimiser le temps consacré à l'opération et de alléger la charge sur l'enquêteur qui est c'est lui qui est chargé de faire l'interview. Alors, on veut alléger un petit peu la charge de travail qui est assignée à l'enquêteur, puisqu'il n'aura à enquêter qu'un ménage sur 5 via le questionnaire long. Ça d'une part. D'autre part, avec cette méthode-là, on a pu rationaliser un petit peu les coûts assignés à cette opération. Parce que si on aurait généralisé le questionnaire long sur tous les ménages, on aurait sûrement déborder la période. On aurait sûrement besoin de plus de moyens humains à engager dans l'opération, par conséquent un coût élevé. La troisième chose la plus importante dans tout ça, c'est que on a pu enrichir en quelque sorte le questionnaire. On a ajouté d'autres questions qui sont en relation avec les thématiques nouvelles d'ordre d'actualité, comme les techniques d'information et de communication, comme plusieurs thématiques qui sont d'ordre d'actualité comme la couverture médicale, etc. Alors maintenant, une chose très importante. Oui, alors parce que tout le monde se pose la question sur cette méthode-là. Alors il faut dire, certes, le Maroc c'est sa première expérience, mais c'est une méthode vraiment scientifique qui est bien fondée et qui a été utilisée par d'autres pays qui sont très développé et qui a montré vraiment son efficacité. Je donne l'exemple des États-Unis qui l'utilisent depuis 1970 sur 16% seulement de leur ménage. Le Canada aussi l'utilise auprès de 25%. L'Égypte, 10%. Donc on peut dire en quelque sorte qu'elle a prouvé son efficacité. Ça prouve qu'elle est efficace. En plus, on doit être fier que le Maroc déjà
à sa première expérience, il a pu atteindre 30% des ménages qui sont ciblés par le questionnaire lent et d'être au même rang que d'autres pays qui l'ont déjà initié depuis des années auparavant. Madame Saraf, voilà, je prononce bien. Merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes superviseur provincial HCP de Kénitra. Merci. Merci à vous. Avant de nous quitter, parlons sport mondial de futsal 2024 en signant à Tashkent leur deuxième victoire d'affilée contre le Panama, 6-3. Eh bien, les Lions de l'Atlas valident leur ticket des huitièmes pour la deuxième fois consécutive et réussissent leur meilleure entrée en lice dans un mondial. Dimanche, c'est-à-dire après-demain, les protégés de Hichem Guig affronteront l'un des favoris du tournoi. Il s'agit du Portugal. Les deux équipes déjà qualifiées s'affronteront donc dimanche à Tashkent pour la tête de groupe. Voilà, c'est avec cette petite page sport que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 18h30.